pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Geneviève Lefort, vice-rectrice qualité, et je suis co-organisatrice de cette journée, puisque j'étais avec Richard Emmanuel Istès et Hervé Bourrier dans le comité de pilotage. Alors, c'est un plaisir pour moi maintenant de vous présenter Madame Claire Toury. Je suis très contente que Madame Toury soit là, parce que pour moi, Madame Toury, c'est en même temps la théorie puis la pratique. Et puis c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir la faire venir. Théorie, puisqu'elle a fait une thèse de doctorat sur la thématique de l'engagement étudiant, mais aussi la pratique, puisque bien sûr, si on fait que de la théorie, ben, on ne va pas très loin. Mais aussi la pratique, puisqu'elle est déléguée générale d'AnimaFac, qui est donc, si je ne me trompe pas, le réseau des associations étudiantes. Du coup, c'est un peu votre job au quotidien de voir ce que vous pouvez faire pour favoriser au sein des différentes universités françaises l'engagement étudiant. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, effectivement, peut-être pour préciser, je suis française, donc je vais surtout vous parler de la France. Je pense qu'il y a des vérités françaises qui peuvent être valables aussi en Suisse, mais voilà, peut-être un petit point de précision. Je vais vous proposer une présentation en 3 temps. D'abord, un premier temps pour interroger les aspirations, les motivations et les ruptures à travers l'engagement étudiant, des formes d'engagement étudiant notamment. Ensuite, je vais vous présenter une deuxième partie sur les effets de l'engagement étudiant sur celles et ceux qui s'engagent. Qu'est-ce que ça produit sur leur parcours académique, personnel, professionnel. Et enfin, je vais vous proposer une troisième partie un peu conclusive sur la question de la participation qui en fait pose un débat que nous on a souvent au sein de nos organisations, qui est la question du débat entre les partisans de la consultation et les partisans de la co-construction. Alors, peut-être aussi, avant d'aller plus loin, vous dire que les résultats que je vous présente aujourd'hui sont grandement inspirés de la thèse de doctorat que j'ai réalisée, donc, comme disait Madame Lefort. C'est un doctorat en sociologie qui porte donc sur les engagements étudiants et et à travers ce doctorat, j'ai cherché à savoir ce que l'engagement étudiant produisait sur les constructions identitaires et politiques des individus. Et donc, je vous donne un petit peu un contexte méthodologique avant d'aller plus loin. J'ai réalisé 56 entretiens entre 2015 et 2016. J'ai soutenu ma thèse en 2017. Des entretiens avec des étudiants engagés dans des associations étudiantes, dans des associations non étudiantes, dans des syndicats, dans des partis politiques, en dehors des institutions aussi, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2016, il y a eu un mouvement en France qui s'appelle Nuit debout. Ça vous parle? Alors en gros, les individus se sont mis à occuper d'abord la place de la République pour dénoncer la loi travail, qui est une loi qui a été portée en 2016 en France. Et donc c'était intéressant parce que c'était une forme d'engagement un peu différente qui consistait donc à occuper une place. Et il y a plein de places qui ont été occupées un peu partout. D'abord à Paris, place de la République, puis partout ailleurs en France. Et moi, ça m'a intéressé de savoir si les étudiants qui occupaient cette place étaient différents des autres et en fait, en quoi leur parcours politique était différent des autres. Bon, je vous dis ça, je ne vais pas trop vous parler de ça en fait aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un contexte. Ça, c'est pour la partie qualitative. Et ensuite, je vais vous présenter quelques chiffres aussi que j'ai récoltés grâce à un partenariat avec l'Observatoire national de la vie étudiante en France, qui réalise une enquête tous les 3 ans sur les conditions de vie étudiante. Et dans cette enquête, des questions sont posées sur l'engagement étudiant, ce qui m'a permis de croiser ces résultats à d'autres résultats sur le sentiment d'intégration et la réussite éducative, résultats que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, les aspirations d'abord. Ce qu'on retrouve dans les discours des étudiants engagés, c'est 3 choses. C'est d'abord une volonté de s'engager pour trouver du sens, une volonté de s'épanouir, et finalement, parce que ce n'est pas toujours ni du collectif, ni que de l'individuel, un besoin de trouver du sens pour s'épanouir ou de s'épanouir pour trouver du sens. Peut-être aussi vous dire que c'est une démarche compréhensive ici, hein, donc je vous fais part de ce que les étudiants et les étudiantes m'ont dit. Ça ne veut pas dire que c'est un fait absolu, mais c'est comme ça qu'ils ressentent les choses. Alors, quand je demande aux étudiants que j'ai pu rencontrer pourquoi ils s'engagent et ce qu'ils cherchent, en fait, on retrouve des mots qui sont très très forts pour qualifier le sens de leur engagement, ce que ça leur a apporté en termes de sens. Donc, par exemple, Rosalie, elle me dit « C'est un peu comme si j'étais née une nouvelle fois, c'est là que tout débute. Je me suis confrontée à cette belle notion de
l'interculturalité, c'était assez fou. Donc en s'engageant, elle naît une nouvelle fois. Vous voyez, c'est extrêmement fort. Même chose, lorsque je demande à Charles ce qui lui plaît dans son association, il me répond, ça va sembler assez mégalo, mais c'est assez valorisant. On a vraiment l'impression d'être plus qu'un étudiant lambda qui va simplement faire ses études et subir le système. Ou encore, quand je demande à Marie si elle a l'impression que sa vie a changé depuis qu'elle est engagée, elle me dit « Oui, un peu. Avant, je me demandais ce que je faisais là. J'ai eu une grosse crise de doute. J'avais l'impression que ça ne servait à rien. » Donc en s'engageant, ça permet de mettre de la cohérence, de trouver du sens. Il y a la question du sens, bien sûr, mais il y a aussi la question de l'épanouissement. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec les étudiants rencontrés, j'ai été frappée par la fréquence avec laquelle ils utilisent le champ lexical du bien-être. C'était génial, trop cool, j'adore. Alors une étudiante s'interroge d'ailleurs, Lina, elle me dit « Je me suis demandé si mon parcours étudiant aurait été aussi épanouissant si je n'avais pas fait de l'associatif. » Donc l'épanouissement, il est vraiment au cœur de l'engagement. Même chose pour Antémios. Faut le vivre, c'est dingue, j'ai jamais l'impression de travailler, je m'amuse, je joue un jeu. Léa, autre étudiante engagée, elle m'explique être emportée dans ce tourbillon de bonheur. Donc, vous voyez, c'est authentique, hein, les citations, je ne les ai pas inventées. Et pendant l'heure et demie que j'ai passée avec elle, elle va employer 14 fois le mot « génial » pour qualifier ce qu'elle a vécu grâce à l'engagement. Petit extrait. Et la tournée était géniale avec mes amis. Et je me suis rendu compte que les gens de l'asso, ce sont vraiment mes amis. Et que je fais l'asso encore plus pour les voir que pour faire des projets finalement. Et on est humain. Et ça, c'est génial. Car dans les assos, tout le monde regarde l'humanité de l'autre. Bon, c'est un peu angélique. Hein, je ne dis pas que c'est vrai. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Alors, comme je vous le disais au début, finalement, ce qui compte pour moi, et j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est la question de l'articulation entre quête de sens d'un côté et quête d'épanouissement de l'autre. Si on veut comprendre les motivations des étudiants, enfin les aspirations des étudiants à s'engager, des étudiants contemporains, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Ça, je vous renvoie aux travaux de Stéphanie Vermersch, qui est une sociologue, qui a fait un doctorat notamment elle aussi sur les questions d'engagement, et elle montre dans sa thèse qu'il y a une double structuration des motivations qui sont, je cite, non dénuées de dimensions paradoxales, autour d'une éthique conjointement morale et personnelle et d'un plaisir omniprésent. Éthique et plaisir. Alors, je vous ai aussi mis quelques petits extraits pour incarner mieux ça. Donc François, qui est un étudiant engagé, président de son association et qui était un peu angoissé au départ à l'idée de prendre des responsabilités et qui y trouve finalement du plaisir. Je suis plutôt content aujourd'hui, je ne vois pas comment je pourrais faire sans être investi dans la vie associative. Je trouverais ça très ennuyeux de ne rien avoir à côté. Même chose pour Paul. Alors lui, il organise des festivals de musique. Le fait de voir le sourire sur le visage des gens, de rencontrer des gens qui connaissent et qui kiffent notre festival, ça fait plaisir, on a vraiment l'impression d'être utile. Alors là, les propos de Paul, ils sont intéressants, puisque le plaisir, le fait de rencontrer des gens qui apprécient son travail, lui donne le sentiment d'être utile, et de la même manière, le fait d'être utile renforce son plaisir. Autre chose importante dans l'échange que j'ai pu avoir avec lui, je vous remets une citation, pardon, je regarde toujours là-bas, mais... Je vous remets une citation un peu plus longue. Lui, il insiste aussi sur la complémentarité entre collectif et individu. Et puis, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens, faire le bar ou quoi dans son festival. Par exemple, ce soir, j'ai un pote qui fait une grosse soirée, il s'est vraiment donné. Eh ben, je vais l'aider en gérant le bar et la trésorerie, alors que j'aurais pu juste passer ma soirée à rien foutre, mais j'aime ça. Quand on est impliqué directement dans l'organisation d'un événement et qu'après on fait une pause et qu'on profite de la soirée, avec tout le monde, on kiffe encore plus parce qu'on sait qu'on a fait tout ça de nos propres mains. Voilà pour les aspirations. Pour ce qui est des motivations maintenant, j'en identifie 5 qui sont qui sont très poreuses, hein, finalement, ça se répond à chaque fois. La première motivation, c'est le besoin d'expérimenter. La deuxième motivation, c'est le besoin d'être ensemble. La troisième motivation, c'est l'envie de se sentir utile. La quatrième motivation, c'est le besoin de défendre une cause, de faire sa part. Et la cinquième motivation, c'est le besoin d'échapper à des difficultés, le besoin de se construire. Alors, le besoin d'expérimenter, je connais assez mal le système éducatif suisse, mais en France, on a un système éducatif qui est extrêmement rigide et linéaire. L'âge médian des étudiants en France est un des plus bas d'Europe, il est autour de 21 ans. Et donc, en fait, on est dans une injonction à se placer. Donc, il faut avoir sa licence en 3 ans, son master en 5 ans.
il y a peu de temps de pause qui sont autorisés. Ce n'est pas très bien vu d'expérimenter. Finalement, il y a vraiment une injonction à la réussite éducative rapide. C'est un petit peu en train de changer quand même, mais ce n'est pas gagné. Donc du coup, dans un système éducatif rigide, on va avoir besoin quand même de trouver sa place et de se singulariser, et de faire des pauses, de respirer, d'expérimenter pour voir ce que l'on peut faire en dehors de cadres un peu contraignants. Et c'est ce que nous dit Marianne, du coup. Donc le GENEPI, c'est une association nationale française qui intervient dans les prisons, notamment, et qui existe depuis très très longtemps maintenant, depuis plus de 40 ans. Donc quand je suis arrivée au GENEPI, quand j'ai appris qu'on pouvait s'arrêter un an en étant en service civique, j'avais envie de le faire parce que j'avais toujours eu envie d'arrêter un an, de ne pas tout enchaîner de la maternelle jusqu'à mon premier boulot et de mon premier boulot jusqu'à la retraite, mais de faire un truc, un service civique ou un stage. Donc vous voyez, on voit ce besoin d'expérimenter. Et en fait, là, je vous renvoie aux travaux de Cécile Van de Velde, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une sociologue qui a fait sa thèse de doctorat sur le devenir adulte, qui a comparé les manières de devenir adulte en Europe, et qui a montré que le système français, il était caractérisé par une injonction à se placer, et non pas par une injonction à se trouver. Donc en fait, la question de trouver un boulot rapidement est plus importante que celle de s'épanouir dans le système éducatif. Et on voit que ça a peut-être marché pendant plusieurs années, mais ça ne fonctionne plus. On a des étudiants et des étudiantes qui veulent autre chose. Deuxième motivation, je ne vous ai pas mis d'extrait là, ça va être rapide, c'est le besoin d'être ensemble. Et ça, c'est caractéristique de l'âge aussi. C'est une période de vie où la culture de pair, elle est extrêmement importante. C'est une période de vie où surtout le fait de s'engager va transformer durablement. Donc on a une culture jeune qui est forte, avec des références communes, des modes de vie assez proches. On a un besoin d'expérimenter ensemble, donc avec des gens différents de nous, mais semblables en termes de génération. Et c'est une période de vie qui est caractérisée aussi par des temps de sociabilité extrêmement importantes et multiples. Et là, je vais juste vous renvoyer vers le cas des associations de jeunes dirigées par des jeunes, ce qui est essentiellement le cas du réseau AnimaFac. C'est des espaces qui sont assez bienveillants, puisqu'ils permettent d'accéder rapidement aux responsabilités, puisqu'il n'y a que des jeunes finalement, donc d'expérimenter. Et c'est un espace qui permet aussi d'expérimenter de manière sécurisée, puisqu'on peut expérimenter, réussir ou échouer, mais le fait d'échouer n'est pas quelque chose d'absolu ou d'ultime, comme ça peut l'être dans le système éducatif français dont je vous parlais juste avant. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, juste un petit point sur le besoin d'être ensemble. Ensuite, il y a la question du sentiment d'utilité qui est très important. Donc à travers l'engagement, le sentiment d'utilité individuelle des étudiants, il croît. Et là, il est vraiment question pour eux de refuser de s'inscrire dans une posture passive. Ils vont revendiquer le fait d'être acteurs aussi bien de leur construction identitaire que de la vie de la cité. Et cette volonté d'être utile, elle va souvent de pair avec une grande réflexivité. Donc on a des étudiants engagés qui ne cessent de s'interroger sur le sens de leurs actions. Je vous ai mis un extrait là d'un entretien avec une jeune fille qui s'appelle Laure, qui a 17 ans, moi je la rencontre, qui est présidente d'une association qui s'appelle Pain Perdu, donc qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui ramasse le pain dans les boulangeries autour de chez elle et qui le redistribue. Et quand je l'interroge sur son sentiment d'utilité, sa réponse c'est « C'est une grande question, c'est un des trucs qui me tracasse car je me suis rendu compte au bout d'1 an et demi d'action qu'on faisait un peu tout le temps la même chose et qu'on ne se diversifiait pas vraiment. Je me suis dit que c'était une goutte d'eau, donc oui, je me sens utile pour ces gens qui récupèrent du pain, mais je ne me sens pas vraiment utile à ma cause principale qui est l'environnement, puisque je n'arrive pas à dépasser la 273e distribution de produits frais. Ça, c'est frustrant et ça réduit mon sentiment d'utilité comparativement à ce que je pourrais faire si j'avais des partenariats. Mais oui, et c'est ça qui compte, je sais que je fais ce que je peux. » Et donc là, ça me permet de rebondir vers la 4e motivation, qui est le besoin de défendre une cause, de faire sa part. Alors, finalement, défendre une cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre à un sentiment d'indignation à un moment. Et faire sa part, en fait, ça renvoie à la question du colibri. Donc c'est contribuer, même de façon minime, à un projet, à une situation. Et ça marque le refus d'être dans une posture passive, donc la volonté de s'affirmer en tant que sujet dans une dynamique d'action. Et à travers les propos que j'ai pu récolter, et ça c'est important que vous ayez en tête que c'était avant 2017, parce qu'on observe un changement après dont je vous parlerai ensuite. Donc dans les propos que j'ai pu récolter, on a cette idée que si chacun fait sa part, l'impact sera incroyablement massif et que toutes les actions mises bout à bout permettront un changement durable.
Et donc, du coup, quand je demande à Rosalie si elle se sent satisfaite de ses engagements, elle me répond « Je pense que j'aimerais toujours en faire plus, mais j'essaie aussi d'être contente. Il faut aussi prendre les petits trucs qui font les gros trucs. » Toujours pareil, Laure, elle est aussi engagée dans une association qui s'appelle Avaz à côté, et qui est une énorme association, je pense que vous la connaissez. Et elle me dit donc Avaz a plus de retentissement que ma petite action qui profite plus à des gens qui sont dans le besoin, que j'aide toutes les semaines qu'à l'environnement, mais c'est le colibri. Donc vous voyez, on retrouve cette volonté d'être très forte, d'être acteur de sa propre vie. Les étudiants rencontrés, ils n'ont pas la prétention d'agir pour changer le monde de façon radicale, mais ils ont dans l'idée que si chacun fait sa part, les choses évolueront. Et on retrouve cette posture éthique, il faut agir, répondre à un sentiment d'indignation, et pragmatique, il faut des résultats à nos actions. Dernière motivation, c'est le besoin d'échapper à des difficultés, de se construire. Alors, peut-être vous dire, petite parenthèse sociologique, mais on est inscrit dans une période qui s'appelle la seconde modernité, qui est théorisée par des chercheurs comme Ulrich Beck, comme Anthony Giddens. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vous renvoie vers leurs travaux. Mais ça veut dire quoi, la seconde modernité? Ça veut dire que les maux, MAUX, les difficultés, les menaces, ne viennent plus uniquement de l'extérieur, mais ils sont aussi engendrés par la société elle-même. Et du coup, ça induit quoi? Ça induit un processus d'individualisation qui est caractérisé par un devoir vis-à-vis de soi. Autrement dit, l'individu a le devoir de se définir dans cette seconde modernité. Donc, il a le devoir de se définir, de se construire. Donc, ce qui a un double effet, puisque d'un côté, c'est émancipatoire. On n'est plus assigné à une identité collective, communautaire d'appartenance. On peut se construire son identité. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement anxiogène, puisque être libre, enfin libre c'est un bien grand mot, mais être davantage capable de se définir, être en obligation de le faire, ça veut dire qu'on est responsable de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Et donc ça peut aussi provoquer des sentiments d'angoisse. Et là, c'est un peu un exemple que je voulais vous donner. Donc Jérôme, qui a eu des pertes assez importantes dans son adolescence. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ces pertes. Dans un sens, j'étais précoce, mais j'ai l'impression d'avoir grandi trop vite. Je n'ai pas assez profité naïvement de certaines choses. Mais oui, l'engagement, ça aide. L'association aide à remplir le vide. Il y a toujours quelque chose à faire, mais ça peut être très dangereux aussi. Le surinvestissement est aussi dangereux. L'engagement m'a aidé, mais m'a aussi renfermé, parce que j'ai très peu d'amis en dehors de ça. Je suis assez seule malgré tout. Autre extrait qui va un peu dans ce sens. Léa, ça m'a poussé à me poser beaucoup de questions sur ce que ça voulait dire être engagé, ce que ça soulève en nous. Et quand je parle à des gens dans l'associatif, une des premières questions que je pose, c'est « Pourquoi tu t'engages ?» Et les gens ne savent pas répondre, et moi je trouve ça dingue. Et souvent, c'est pour fuir. Mais l'associatif, ça ne peut pas être un centre psychologique, parce que sinon tu as un rapport stressé à l'associatif. Donc vous voyez, on a des engagements contemporains étudiants qui sont très intenses, finalement, parce qu'ils vont occuper plusieurs sphères de leur vie, et dont la compréhension se trouve dans une articulation assez forte entre quête de sens et quête d'épanouissement. Alors, plus récemment, et en fait, c'est un peu en préparant mon intervention que j'ai réfléchi à ces questions de rupture, je n'avais pas pensé à ça jusqu'ici, mais j'ai le sentiment, et c'est une très très grande hypothèse, je ne l'ai pas du tout vérifié, mais j'ai le sentiment qu'on est en train de basculer vers une nouvelle ère de l'engagement en ce moment. Donc si je reprends les différentes aires de l'engagement, on a l'ère post-Seconde Guerre mondiale, qui est caractérisée par un engagement timbre, un engagement total. Timbre, ça veut dire j'adhère à une structure et je suis prêt à sacrifier ma vie, pas au sens de mourir, mais au sens de sacrifier toutes les sphères de ma vie pour défendre une grande cause qui peut me dépasser. C'est un peu le modèle du militant communiste de l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est la figure première. Dans les années 70, on observe un tournant de l'individualisation. Donc on veut s'émanciper de cadres collectifs assignés et on veut surtout, on refuse de sacrifier son individualité pour un tout collectif sans être certain des résultats que l'on pourra obtenir. Donc on veut s'engager de manière pratique, on s'engage toujours, mais de manière pratique, de manière distanciée, et surtout, on veut des résultats à nos actions. Et ça, c'est vraiment affirmé avec la chute de l'URSS, et notamment la chute du mur de Berlin de manière symbolique, qui
provoque aussi la chute des grandes idéologies, puisque ça met la lumière sur tout un système, et la conclusion, c'est « Ok, j'ai sacrifié beaucoup d'heures, beaucoup de mon temps pour défendre une grande cause, mais finalement, c'est un peu un leurre, et donc je refuse ça, et donc du coup, je recompose mes engagements de manière beaucoup plus pratique. » Je vous fais vraiment un truc très schématique. Eh bien, j'ai l'impression que ces derniers temps, on est en train de basculer vers une troisième ère de l'engagement, qui ne serait plus l'engagement timbre, qui ne serait pas l'engagement post-it non plus. Et notamment, j'ai cette impression avec les mouvements actuels autour du climat. Donc, on a dans les mouvements actuels autour du climat, mais c'est vrai aussi suite au mouvement MeToo, c'est vrai aussi dans les engagements très forts en faveur des migrants, pour aider les migrants, on a de nouveau un impératif de voir des résultats concrets à ces actions. On refuse d'agir dans le vide, ça c'est toujours vrai, mais il n'est plus uniquement question de faire seulement sa part. Et c'est là où on a peut-être une rupture avec ce qui se passait juste avant, ce que je vous disais juste avant. Et c'est comme si on avait une nouvelle articulation de l'individuel et du collectif. Donc c'est ce que je vous disais, on est passé d'un tout collectif très fort après la Seconde Guerre mondiale, puis d'un rejet du tout collectif avec le tournant de l'individualisation des années 70. Et là, c'est comme si, dans cette troisième phase, on veut des résultats concrets à nos actions, on ne veut plus agir dans le vent, mais on revendique un changement d'ampleur majeur. Et le cas du climat, il est à ce titre extrêmement parlant, puisque c'est une urgence vitale finalement. Et donc, j'agis toujours pour m'épanouir, pour trouver du sens, mais ça ne peut plus être un acte isolé avec des conséquences minimes. Et donc, on retrouve une dimension collective qui est très forte pour faire face et pour faire front. On trouve aussi un refus de la compromission, un refus, une défiance vis-à-vis des institutions, mais finalement pas une défiance parce qu'on aurait peur de se faire manipuler, une défiance plus parce qu'on a le sentiment qu'elles ne sont pas utiles et qu'elles ne sont pas en capacité de nous aider à atteindre les objectifs qu'on veut se fixer. Et ça, je ne sais pas si vous avez un peu observé l'organisation des mouvements des jeunes pour le climat tous les vendredis. Moi, je suis dans quelques boucles de mails, etc. Et en fait, ce que je vois, c'est que dès que le gouvernement intervient, dès que le gouvernement veut interagir avec les jeunes, la réponse c'est non, nous on va manifester, et en fait tant que vous n'avez pas pris des décisions d'ampleur, on ne veut pas être reçu par vous. Nous on veut un changement radical, on ne peut plus se satisfaire de petites décisions. Et c'est intéressant parce qu'on trouve ça chez des jeunes qui sont plutôt engagés de manière réformiste habituellement, ils ne sont pas forcément dans une posture radicale ou révolutionnaire. Donc voilà. Bon, je ne suis pas certaine que ce modèle il soit totalement abouti, ce que je viens de vous présenter. J'y ai vraiment réfléchi en préparant l'intervention, mais j'avais envie de partager ça avec vous, et puis on pourra en discuter ensuite si vous le souhaitez. Alors, j'essaie de me dépêcher. Donc, les effets de l'engagement maintenant sur celles et ceux qui s'engagent. Je vous disais que j'avais pu accéder à un partenariat avec l'Observatoire de la vie étudiante, donc qui pose des questions sur l'engagement et qui pose aussi des questions sur le sentiment d'intégration, sur la réussite, etc. C'est des chiffres qui datent de 2013, qui ont été analysés en 2016, donc ils ne sont pas tout à fait récents, mais ils sont quand même intéressants. De manière globale, les étudiants, ils sont 40 000 à avoir répondu au questionnaire. 34,5% d'entre eux déclarent se sentir intégrés à la vie de leur établissement, et 60,9% d'entre eux déclarent se sentir intégrés à leur groupe d'études ou à leur formation. Quand on croise ces chiffres avec le taux avec l'engagement, avec les formes d'engagement, pour les étudiants qui sont engagés dans un syndicat étudiant, 45,9% d'entre eux disent se sentir intégrés à la vie de leur établissement, et 59,4% d'entre eux disent se sentir intégrés à leur groupe d'études. Je vous présente les chiffres et puis je ferai une petite analyse après. Pour ce qui est de celles et ceux engagés dans des associations étudiantes, 48,5% d'entre eux disent se sentir intégrés à la vie de leur établissement, 70,6% d'entre eux disent se sentir intégrés à leur groupe d'études. Et pour ce qui est des étudiants élus dans les conseils, 56,7% d'entre eux disent se sentir intégrés à leur établissement, et 69,7% d'entre eux disent se sentir intégrés à leur groupe d'études. Je vous rappelle le chiffre initial, 34,5 pour la vie de leur établissement, 60,9 pour le groupe d'études. Donc on voit qu'à chaque fois, le fait de s'engager, quel que soit l'espace d'engagement, renforce le sentiment d'intégration à l'établissement. Et on voit que quasiment à chaque fois, sauf pour les étudiants syndiqués, le fait de s'engager renforce aussi le sentiment d'intégration au groupe d'études. Quand j'ai demandé aux étudiants syndiqués, selon eux, pourquoi ils étaient peut-être moins intégrés que les autres à leur groupe d'études, la réponse, c'est qu'ils ne vont sans doute pas très souvent en cours. Mais bon, c'est une réponse, ça vaut ce que ça vaut. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant.
Alors, sur la réussite éducative maintenant. L'enquête, elle pose la question de la réussite éducative N-1. Donc, est-ce que l'année dernière, vous avez validé votre année partiellement, totalement, etc. Et elle pose la question de l'engagement à l'année N. Donc, il y a une petite variable qu'il faut avoir en tête. Mais malgré ça, les différences observées, elles sont en partie confirmées par une modélisation en stats qui s'appelle « toutes choses égales par ailleurs ». Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais pas si... Je vais vous le faire de l'autre côté aussi. Donc là, en violet, vous avez la réussite étudiante en général. Et ils sont, parmi les répondants, 77,5 à avoir validé complètement leur année précédente. Vous le voyez là aussi en violet. Voilà. À côté, donc les autres, à côté, vous avez les chiffres pour les étudiants engagés dans des syndicats en vert, dans des associations en rouge, et pour les élus étudiants en bleu. À chaque fois, proportionnellement, les étudiants engagés réussissent mieux, en tout cas réussissent plus, que les étudiants en général. Alors, ce chiffre, il vaut ce qu'il vaut parce qu'il y a toujours la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que je m'engage parce que je réussis ou est-ce que je réussis parce que je m'engage? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que ce résultat il permet de mettre en valeur, en exergue de manière assez catégorique, c'est que l'engagement n'est en aucun cas un frein à la réussite éducative. Et je ne sais pas où vous en êtes en Suisse, mais nous, en France, on a quand même bataillé pendant plusieurs années pour montrer que s'engager, ce n'était pas nécessairement concurrentiel aux études, et que s'engager pouvait être aussi un facteur de réussite, de bien-être, d'épanouissement, etc. Et en fait, c'est logique. La même enquête, elle montre que les étudiants qui mangent au restaurant universitaire réussissent mieux que les autres. Pas parce que c'est bon, ça c'est pareil partout, mais parce qu'en fait, en mangeant au restaurant universitaire, ils passent plus de temps sur le campus. Et donc, ils se familiarisent davantage avec leur métier d'étudiant, ils sont plus à l'aise, et donc du coup, je fais vraiment des raccourcis pour essayer de tenir le temps, mais du coup, ça contribue à leur bien-être et donc à leur réussite éducative. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça me semblait quand même important. Et là, je prends un peu d'eau. Alors, si on continue sur les effets de l'engagement, dans le cadre de ma thèse, j'ai aussi échangé avec des anciens étudiants engagés, des anciens responsables associatifs étudiants, pour justement échanger avec eux sur l'aval de l'engagement et voir ce que ça avait pu produire sur leur parcours. Donc, il y a trois effets qui sont très importants. Il y a la question de la pluralisation de la notion de réussite, il y a la question de la montée en compétences, il y a la question des choix professionnels et personnels. Sur la notion de réussite, rapidement, c'est pourquoi? Parce que s'engager permet une meilleure connaissance de soi, des valeurs confortées, une expérience de la citoyenneté, et ça permet de découvrir très vite, en marge du système finalement, ses forces et ses limites. Ça permet de découvrir d'autres milieux, d'autres horizons, que ceux auxquels on se confronte habituellement, et donc du coup, voilà, c'est un gage de confiance, et donc c'est en ça que ça permet aussi de se rendre compte que la réussite, elle ne se trouve pas uniquement dans le fait d'obtenir des bons résultats assez partiels tous les semestres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en obtenir, hein, mais c'est... Voilà. Sur la question de la montée en compétences, ce qui ressort, c'est beaucoup des anciens étudiants, c'est que le fait de s'engager leur a permis d'apprendre une stratégie, à définir une stratégie, à construire une stratégie, leur a permis de faire du réseau, de créer des liens, et les a beaucoup aidés aussi à prendre la parole en public. C'est les trois compétences qui ressortent beaucoup. Et je vais m'attarder surtout sur les choix professionnels et personnels, et je vais citer quelques anciens. Alors, Mathéo, donc, il me dit, et là, il me parle d'un échange, d'une rencontre qu'il a eue en essayant de s'engager à Europe Écologie Les Verts, qui est un parti politique vert en France, enfin écolo, comme son nom l'indique. Donc très vite, à la fois parce que j'ai des bons réseaux, en ayant travaillé avec des décideurs, et parce que j'ai des codes associatifs, je comprends comment ça marche, et je me retrouve par hasard dans une réunion. Je pensais qu'on allait réfléchir sur le fond, établir le programme des municipales pour Paris, et en fait, je me retrouve à un congrès qui prépare le changement de bureau à Paris. Je me retrouve à une réunion et je dis quelque chose, et à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Et toi, tu ne serais pas intéressé pour être membre du bureau ?» La question de l'impact de l'engagement sur la vie professionnelle, elle est corrélée à des valeurs aussi. Donc Mathéo
que je viens de citer, il nous explique que maintenant, il a l'ambition professionnelle de devenir proviseur d'un lycée, parce qu'il dit qu'il a toujours le besoin très fort de se sentir utile, comme il se sentait utile lorsqu'il était en responsabilité au Parlement européen des jeunes, qui est une association en France. Et c'est ce qu'il dit. Ce qui fait que je suis restée aussi longtemps au PEJ, c'est qu'à un moment, j'ai eu le sentiment d'avoir changé la vie de certaines personnes, comme cette association avait changé la mienne. Sans elle, je ne serais sans doute pas là où j'en suis en ce moment. Et donc, devenir proviseur va être un moyen pour lui de retrouver ce sentiment d'utilité, de faire la différence pour certains lycéens, mais plutôt que d'agir à côté du système scolaire comme il le faisait lorsqu'il était étudiant, il souhaite agir en son sein. Alors, même chose pour Aurélien. Aurélien, il a été président pendant un an d'une association qui s'appelle la Confédération nationale des juniors entreprises. Donc, c'est une association, contrairement à ce que son nom indique. Et il décide, à l'issue de son année de présidence, de changer de voie, puisqu'il était formé pour faire du conseil dans une entreprise privée et il se rend compte que ça ne correspond plus tout à fait à ses valeurs. Et parmi les choses qui l'intéressent, il y a le fait de travailler dans un cabinet ministériel. Et à l'époque, c'est le moment où Valérie Pécresse, qui était ministre de l'Enseignement supérieur en France, passe au budget, donc il y a un remaniement. Et donc lui, il décide de manifester son intérêt pour travailler dans son cabinet. Et il a une proposition. Et quand moi je lui demande comment il a fait, il me dit qu'il a mis en exergue des réflexes qu'il avait acquis grâce à son engagement. Et je cite, vous avez sa citation, « Le soir du remaniement, j'ai envoyé un mail aux membres les plus influents de son cabinet, qu'il connaissait puisqu'il avait travaillé avec eux. Je n'ai pas hésité à passer plusieurs coups de fil pour être recommandé. » Donc vous voyez, des réflexes, le réseau, ça rejoint ce que je disais juste avant. Et dans la foulée, il se voit offrir un autre emploi au sein d'une association qui s'appelle Nos quartiers ont du talent. Alors c'est une association qui agit contre les inégalités sociales dans les banlieues notamment, pour qui donc, il a fait une courte mission. Et donc voilà, et donc à 2 jours d'intervalle, j'ai une proposition ferme du cabinet de la ministre et un message du président de Nos quartiers ont des talents qui me dit qu'il a beaucoup apprécié travailler avec moi et qu'il cherche quelqu'un pour gérer les partenariats publics et les financements publics de l'association. Et donc, parce qu'il n'a pas envie de se déconnecter du terrain, il va finalement choisir de travailler à Nos quartiers ont des talents. Mais c'est un exemple qui est intéressant, qui est frappant, puisque grâce à son engagement, grâce aux compétences et aux réflexes qu'il a pu acquérir, grâce à un réseau de plus en plus dense, cet ancien responsable associatif se voit offrir en l'espace de 2 jours 2 emplois gratifiants, bien rémunérés, et en accord avec son souhait de travailler dans le public ou dans le parapublic. Alors, comme d'autres anciens étudiants engagés, il fait preuve d'une grande réflexivité quant à l'impact de son engagement sur sa vie professionnelle, et il dit « Clairement, mon engagement au sein des juniors entreprises a totalement changé mon parcours d'orientation. Si on m'avait dit que quand j'étais étudiant à Supélec, c'est une école de commerce, que je travaillerais dans une association, j'aurais répondu « jamais de la vie ». Mais voilà, je ne regrette pas une seule seconde. J'y suis depuis 5 ans et la structure s'est bien développée et mon rapport à mon engagement professionnel a considérablement changé. Je refais une petite pause haut. Alors, je vous ai présenté des grands résultats. Là, je pense que ça peut être intéressant, dans 3e partie un peu conclusive, d'ouvrir sur la question de la participation. C'est ce que je vous disais en introduction. On observe une tension, en tout cas dans les réseaux d'associations en France, entre les partisans d'une participation qui serait plutôt de la consultation et les partisans d'une participation qui serait plutôt de la co-construction. Pourquoi on observe cette tension? Parce que souvent dans les échanges, notamment avec des associations un peu instituées, des gros réseaux associatifs, on entend toujours que les jeunes ne veulent pas venir s'engager dans leurs associations et qu'ils ont beaucoup de mal à faire venir des bénévoles jeunes et qu'ils n'arrivent pas à diversifier leurs sources, leur masse de bénévoles. Et donc, moi, la réponse que je leur formule, moi et mes collègues, la réponse qu'on leur formule assez souvent, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez comme espace d'engagement? Et donc, à chaque fois, les propositions sont des propositions très strictes, très fermes, où on leur dit, voilà, on a besoin de bénévoles jeunes pour travailler sur la place des jeunes. On a besoin de bénévoles jeunes pour faire telle chose ou telle chose, mais c'est très cadré. Donc en fait, c'est pas une démarche de co-construction dans le sens où ils ne parviennent pas à leur faire de la place dans leurs instances pour que les jeunes, les plus jeunes bénévoles se retrouvent comme les autres, comme les plus anciens, à prendre des décisions au même titre que les autres, à définir un projet associatif au même titre que les plus anciens. Et donc forcément, les plus jeunes, ils se disent qu'ils n'ont pas grand intérêt à faire ça, et ils préfèrent continuer à s'engager dans les réseaux d'associations de jeunes dirigés par des jeunes
que sont nos réseaux, et qui, contrairement à d'autres grands réseaux associatifs, ne connaissent pas de crise de la participation. Alors je ne prétends pas que nos réseaux ils sont parfaits, pas du tout, hein, ils ont plein de défauts par ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est que comme on est dans une culture de pair qui est extrêmement forte, eh ben, on peut avoir 22 ans et se retrouver président d'une association qui par ailleurs a des salariés, qui peut avoir un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, et à devoir définir une stratégie, organiser des événements, et on se retrouve très vite en responsabilité. Et du coup, ça a les effets que je vous ai présentés plus tôt, à savoir un gain en confiance en soi, une meilleure connaissance de ses faiblesses et de ses forces, une meilleure connaissance de ce qu'on veut faire ensuite, donc ça contribue à définir son projet professionnel, etc. Et donc, je pense que ça fait partie des débats qu'il faudrait qu'on ait cet après-midi, ou peut-être après si vous le souhaitez. La question, elle se pose aussi pour les établissements d'enseignement supérieur. Et là, je voulais vous parler de 2 expérimentations qu'on a conduites à AnimaFac sur la question de la participation, parce qu'on est toujours... AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes qui ne se présente pas aux élections universitaires. Donc on n'est pas dans les conseils, on n'a pas la légitimité de l'élection, mais on dit toujours que la question de la participation des étudiants, entre guillemets lambda, elle est extrêmement importante, et il faut que les universités parviennent à construire des espaces pour favoriser leur participation. Et on a expérimenté en 2015-2016 des consultations étudiantes avec l'université Sorbonne-Paris-Cité, qui n'est pas une université au sens strict, c'est une commu, donc une communauté d'universités et d'établissements qui regroupe 8 établissements d'enseignement supérieur en Île-de-France. Et donc, on a expérimenté des consultations étudiantes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est sur le modèle des conférences de consensus, des dialogues des jurys citoyens, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on a réuni des étudiants lambda, donc qui n'étaient pas dans les associations, qui n'étaient pas dans les conseils centraux, enfin dans les conseils décisionnels de l'établissement. On les a réunis pendant 2 fois 3 jours au premier semestre, puis pendant 2 fois 3 jours au deuxième semestre. Les étudiants étaient issus des 8 établissements d'enseignement supérieur de la commune, donc de l'université Sorbonne-Paris-Cité, et on les a fait travailler sur une thématique. La première fois, on les a fait travailler sur la thématique des locaux, et la deuxième fois, on les a fait travailler sur la thématique de l'employabilité. Et donc pendant ces 2 fois 3 jours, 2 fois 3 jours une fois, puis 2 fois 3 jours 2 fois, ils ont rencontré des experts du sujet. D'ailleurs, j'ai l'impression que quelqu'un de Suisse était venu intervenir, bon, je n'ai plus le détail, mais pour présenter ce qui se faisait en Suisse. Donc voilà, donc on a fait venir des experts qui ont présenté ce qui pouvait se faire chez eux, en matière d'aménagement des locaux, en matière d'employabilité. On a utilisé des techniques d'animation, d'éducation populaire, etc. Et ça a permis, à l'issue de ces 6 jours, du coup, d'aboutir à des propositions qui ont été remises à la direction de l'établissement. Et la direction de l'établissement s'était engagée à répondre à toutes les propositions. Pas forcément par oui, mais à justifier toutes les réponses qu'elle formulait. Ce qui était vraiment une demande des étudiants. Dire, OK, on veut bien participer, mais pas dans le vent. Si c'est pour nous consulter dans le vent, ça ne sert à rien. Nous, on veut co-construire. Et pour co-construire, on veut des réponses et on veut qu'on nous explique pourquoi telle proposition n'est pas recevable ou entendable. Première expérimentation. Deuxième expérimentation, c'est en train de se généraliser un peu dans les universités françaises, c'est la question des budgets participatifs étudiants. Donc à l'image des budgets participatifs dans les villes, on a organisé des budgets participatifs dans les universités. Et on a expérimenté ça d'abord avec l'université de Tours, qui est en train de finir sa 2e année d'expérimentation. C'est une expérimentation sur 3 ans. Et donc l'université de Tours a fléché 20 000 € puis 30 000 € ensuite pour ses étudiants, pour que les étudiants du campus, donc elle a décidé de faire ça sur 3 campus de son établissement à chaque fois, donc que les étudiants du campus concernés puissent formuler des projets d'investissement pour redynamiser le campus. Et donc ensuite, nous on les a accompagnés dans l'idéation des projets. Les projets ont été déposés sur une plateforme et les étudiants, les étudiantes ont pu voter pour ou amender les projets qui étaient déposés. Et ensuite, les projets lauréats ont été financés et réalisés. Parmi les projets, il y a des trucs tout bêtes, hein. Mettre un piano ou plus de micro-ondes. Enfin, ça peut être des trucs vraiment tout bêtes ou ça peut être des salles de sieste. Ça peut être, ça peut prendre des formes très, très différentes. Voilà, c'était un autre exemple. Et ça, c'est vraiment en train de se généraliser. C'est assez intéressant. Donc pour conclure, je voulais surtout mettre en exergue des points de vigilance sur la question de l'engagement des étudiants. Donc encore une fois, j'insiste sur l'importance de penser l'articulation entre quête de sens et quête d'épanouissement d'un côté. Si vous voulez que vos étudiants s'engagent davantage, il ne s'agit pas seulement de leur dire voilà, faites ça, ça va être super. Il faut qu'ils y trouvent aussi leur compte, il faut qu'ils puissent s'épanouir. Deuxième point de vigilance, deuxième point d'attention, je ne sais pas où vous en êtes en Suisse,
Mais nous, en France, il y a une loi qui est sortie en 2017 qui s'appelle Loi Égalité et Citoyenneté, qui dit que les compétences acquises en dehors du cadre académique doivent être reconnues au même titre que les compétences acquises dans le cadre disciplinaire. Alors, je m'explique. Vous êtes président d'une association de théâtre. Vous êtes en parallèle étudiant en licence de théâtre. C'est le cas le plus simple. Dans le cadre de votre licence de théâtre, on vous demande de valider des unités d'enseignement avec des compétences relatives à l'organisation d'un festival. Je vous dis un peu n'importe quoi. Sauf que vous l'avez déjà fait dans le cadre de votre association de théâtre, organiser un festival. Et donc, en fait, les compétences en question, vous les avez déjà obtenues. Donc, la loi dit, alors ça ne veut pas dire qu'elle est mise en place, mais la loi dit que si vous pouvez démontrer que vous avez acquis ces compétences qu'on vous demande dans le cadre disciplinaire, en dehors du cadre disciplinaire, après tout, pourquoi ne pas les reconnaître et les valider? Et en fait, le disciplinaire n'a plus le monopole de la transmission de compétences et on essaie d'articuler une transmission de compétences disciplinaire et extradisciplinaire, enfin académique et extra-académique. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en travaillant sur cette question qu'il y avait beaucoup de confusion entre reconnaissance des compétences d'un côté et reconnaissance de l'engagement de l'autre. Ce n'est pas la même chose. Les compétences, c'est quelque chose qui peut s'objectiver. L'engagement, ça induit un rapport moral. Et souvent, les universités françaises nous disent « Oui, mais s'il faut que je reconnaisse l'engagement, mais du coup, qu'est-ce que je fais de l'engagement dans telle association? Parce que je ne peux pas le vérifier. Ou qu'est-ce que je fais de l'engagement confessionnel? Ou qu'est-ce que je fais de tel engagement? Et ça induit un rapport moral, et ça induit des jugements de valeur, etc. Question qui ne se pose pas dans le cadre de la reconnaissance des compétences. Et dernier point, je pense qu'il faut être très attentif à ne pas institutionnaliser l'engagement. L'engagement, ça a beaucoup de vertus, j'ai essayé de vous les présenter. Ça permet beaucoup de choses, ça permet de se définir, ça permet de se construire, ça permet de se confronter à d'autres, ça permet d'expérimenter des valeurs différentes, etc. Il ne faut pas penser non plus que ça peut être une réponse à tous les maux. Et la tentation, souvent, elle est forte de dire bon, puisque l'engagement permet ça, on va généraliser l'engagement, on va le rendre obligatoire, contraignant, on va fortement l'encourager. Et en fait, à mon sens, ça peut avoir un effet extrêmement contre-productif, puisque ce qui fait la force de l'engagement aujourd'hui, c'est d'une part le choix, et d'autre part le fait que le cadre d'engagement, il soit finalement à la charge de celles et ceux qui s'engagent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors j'imagine qu'il y a certaines questions peut-être du côté des étudiants. Enfin moi en tout cas j'aimerais bien vous entendre peut-être si vous avez des réactions ou bien des questions. Pendant que vous y réfléchissez, si jamais il y a quelqu'un d'autre. Oui. Mais je reviens vers vous. Oui, j'aimerais une clarification au niveau méthodologique. Un biais pourrait être aussi le type d'étudiant. Parmi les étudiants que vous avez interrogés, ben c'est clair, si c'est des étudiants, je peux imaginer, dans le social ou dans l'économie, il y a peut-être un naturel plus facilitateur pour l'engagement. Quelle a été votre population finalement? Oui, je ne vous ai pas précisé ça, mais moi je me suis assurée de prendre des étudiants issus de différentes filières, donc c'est assez représentatif. C'est surtout par contre, et ça peut-être que j'aurais dû vous le préciser, en France la filière professionnelle, elle n'est pas très valorisée. Donc souvent les étudiants à l'université, c'est des filières généralistes et ils sont issus de filières générales, de baccalauréats généraux. Donc c'est des étudiants issus de l'université ou des grandes écoles, mais c'est des étudiants issus de filières différentes, ingénieurs, commerce, théâtre, enfin sciences humaines et sociales, mais aussi sciences dures, droit, sciences politiques. Enfin, je pense que j'ai un panorama assez représentatif. Selon le type de filière, pas vraiment en fait, pour être honnête. Peut-être plus entre les grandes écoles et les universités que selon le type de filière. Parce que les grandes écoles, elles ont une politique très volontariste en faveur de l'engagement étudiant depuis de nombreuses années. Et en fait, elles sont nombreuses à contraindre leurs étudiants à s'engager un semestre, donc faire des actions en faveur de l'intérêt général, où elles ont plus de moyens que les universités françaises et elles investissent davantage sur l'aménagement des campus. Donc là, on sent qu'il y a une appétence à l'engagement qui est plus forte chez les étudiants de grande école parce qu'ils baignent dedans, mais plus selon le type d'établissement que selon le type de filière. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas trop compris la deuxième puce. Je crois que j'ai besoin un peu de clarification parce que je parle de mon expérience personnelle il y a bien longtemps.
et comme celle de pas mal d'étudiants ici présents, moi j'étais pas mal engagé. J'aurais bien aimé qu'on reconnaisse mes compétences, mais le fait est que j'aurais même eu des doutes là-dessus, parce qu'après j'ai fait des formations et j'ai remarqué que tout ce que j'avais fait dans mon engagement, pas tout, mais aurait été nettement plus amélioré par des connaissances théoriques. J'ai fait comme j'ai pensé, une expérience qui aurait pu être améliorée si j'avais eu toutes ces connaissances théoriques. Donc je crois que je n'ai pas trop compris le deuxième point. Mais en fait, vous mettez le doigt sur le résultat intéressant, en fait, c'est de réussir à articuler de la pratique et de la théorie. Sauf que nous, en tout cas en France, on en est vraiment très loin. Et aujourd'hui, les cours disciplinaires sont des cours essentiellement théoriques. Bon, ça, c'est pour répondre à la première partie. En fait, ce point, c'est quand vous vous engagez, ou même quand vous avez un job étudiant, après tout, hein, c'est pas que l'engagement, vous êtes en situation d'acquérir des compétences. Donc vous êtes président d'une association, vous êtes trésorier, vous êtes responsable com, média, enfin tout ce que vous voulez, vous êtes en situation d'acquérir des compétences sur le terrain, comme on acquiert des compétences tout le temps. Enfin, c'est un truc qui ne s'arrête jamais finalement, l'apprentissage. Ces compétences, elles sont tout aussi précieuses que les compétences disciplinaires. Ou en tout cas, elles peuvent s'articuler avec les compétences disciplinaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des espaces d'engagement sur le terrain, etc., parfois les compétences acquises, enfin, je recommence, parfois les compétences qu'on nous demande d'acquérir dans le cadre disciplinaire, on peut les avoir déjà acquises en dehors. Et donc la question, c'est si on pense la formation sous l'angle des compétences, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de repasser un cours, un partiel, unité d'enseignement, ou en tout cas la totalité du partiel, voilà, si je peux démontrer que la compétence en question, je suis en train de l'acquérir, ou je l'ai acquise l'année dernière, ou le semestre dernier, etc. Donc en fait, la loi égalité et citoyenneté, elle dit que désormais, on peut penser ça, on peut penser cette transférabilité. Sauf que dans notre système à nous, c'est quelque chose qui semble inconcevable pour les enseignants-chercheurs, et donc du coup, on n'en est pas du tout là. Et leur réponse, c'est de faire des unités d'enseignement engagement, ouverture sur le monde de l'engagement, et de reconnaître l'engagement. Et moi, ce que je dis, c'est que reconnaître les compétences et reconnaître l'engagement, c'est pas du tout la même chose. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de reconnaître les compétences, plus que l'engagement. Est-ce qu'entre-temps, voilà. Entre-temps, il y a des questions du côté des étudiants. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Je me suis beaucoup reconnu dans les besoins, notamment d'utilité. Mais après, ma formation elle est un peu particulière parce qu'on est moins nombreux en classe, on est 15. Ça s'appelle Team Academy et puis on apprend par l'action, on lance notre entreprise. Oui, justement. Et du coup, maintenant, ma question, c'est comment est-ce qu'on crée ce cadre d'engagement dans une classe de 60 élèves où il n'y a pas cette notion de confiance entre tous les étudiants et puis le professeur aussi. Alors, ça dépend en fait. À mon avis, je vous réponds, j'en sais rien. Enfin, à mon avis, il y a tout un tas de réponses un peu multiples. Je pense que ce qui peut favoriser l'engagement, c'est le fait de se retrouver autour d'un projet commun, premièrement. Est-ce que vous avez envie de défendre une cause, de porter un projet tous ensemble? Si oui, quelle cause et quel projet? Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, je pense que vous arriverez jamais à porter une cause ou un projet avec les 60 élèves ou les 60 étudiants de votre classe. Ça, c'est un peu utopiste, mais c'est pas grave. Peut-être que d'abord, la première étape, c'est de se réunir autour d'un projet, autour d'une cause, avec quelques-uns, et puis essayer d'agréger plus largement. Et à mon avis, ce qui est intéressant pour moi, c'est de dépasser le cadre de la classe, de dépasser le cadre du cours. C'est ça qui fait la force du projet ou de la cause. Enfin, c'est ça qui permet le projet ou la cause. Quand vous êtes en train de lutter pour le climat, peu importe que vous le fassiez avec vos camarades de classe ou avec tous les élèves ou tous les étudiants de votre établissement ou avec les étudiants de l'établissement d'à côté, c'est que ça transcende un peu les appartenances quotidiennes. Alors la classe, le cours va permettre le premier pas, va faciliter la mise en lien, etc. C'est peut-être ça qui est intéressant. Mais je pense que c'est l'ouverture qui fait que ça prendra de l'ampleur. Et peut-être un autre point, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'envie de se retrouver ensemble. Il ne faut pas sous-estimer le côté je m'engage parce que je prends plaisir à retrouver des gens que j'apprécie. Et il ne faut pas que ce soit toujours, et c'est pour ça que je dis sens et épanouissement, il ne faut pas que tout soit autour de la défense de l'intérêt général. Enfin, c'est super l'intérêt général et c'est important de le défendre, mais il y a aussi l'épanouissement individuel. Et parfois, ça va se traduire par le fait d'aller boire des coups avec les gens qu'on apprécie et de discuter autour d'un verre de tel projet, de telle cause. Et du coup,
de continuer à le porter de manière informelle. Ça répond qu'en partie à votre question, mais ça fait partie des pistes. Bonjour. Merci pour cette présentation. Alors avec l'accès aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce dont on parle, c'est quelque chose d'un peu moins fun. Enfin, on propose à nos étudiants quelque chose d'un peu moins fun que d'aller servir dans des festivals ou de servir dans un bar. C'est participer à des commissions qui font avancer la HESSO. Du coup, et d'ailleurs, on pourrait, ça pourrait être très sympa. Mais au-delà des étudiants, la discussion pourrait aussi s'élargir. On voit bien avec les résultats des élections que ce n'est pas la manque de participation n'est pas lié uniquement lié aux étudiants, mais on le voit pour le corps intermédiaire, on le voit aussi pour le PAT. Donc, le corps intermédiaire sont les collaborateurs scientifiques, postdoc et compagnie aussi, et puis le PAT c'est le personnel technique. Non, là pour le coup, c'est vraiment dans la hiérarchie. Donc, on voit bien que le problème de la participation touche à peu près tous les corps, hormis le corps professoral. Et donc, se focaliser aujourd'hui sur les discussions autour des étudiants, ce serait potentiellement ne pas aborder une partie importante du problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux conférences, eh bien, on voit certes qu'il faut des outils cadres pour faire avancer les réflexions et l'organisation, mais il y a surtout une discussion autour de l'individu. Ça a beaucoup été centré autour de l'individu. Et j'ai identifié 3 points sur lesquels on pourrait discuter pour favoriser justement la participation des personnes. C'est le sentiment d'appartenance, déjà d'une, qui est un point important qu'il faut favoriser pour que les personnes participent d'autant plus. Une notion de réalisation, concrétisation et utilité, sur lesquels il faut se focaliser pour encourager la participation. Et un 3e point qui serait plus un retour pour l'individu, qui est la considération, l'épanouissement et la reconnaissance de compétences. Donc c'est peut-être sur les 3 points, il faudrait peut-être ne pas axer les discussions que sur les outils aujourd'hui, mais vraiment voir d'un point de vue individuel comment on peut faire en sorte que l'individu, généreusement, apporte du temps et des idées à un projet collectif. Et par rapport aux 3 points cités, il y en a d'autres où... Ça me semble extrêmement intéressant ces 3 points, mais en fait, peut-être qu'une question, parce que moi je vous parle des étudiants parce que c'est mon sujet, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres catégories de personnes. Est-ce que vous savez, c'est une question pour vous, est-ce que vous savez si vos étudiants, si les étudiants s'engagent en dehors des cadres formels de l'établissement? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Est-ce que vous avez des bureaux de vie étudiante, des bureaux de vie de campus? C'est une vraie question. Vous n'avez pas? Parce qu'en fait, ça pourrait être... Ah. Et vous avez... Mais... D'accord. D'accord, ok. Donc du coup, moi je sais pas, mais ça serait peut-être intéressant de d'abord poser cette question. C'est pour ça que moi je me suis attardée initialement sur la question des aspirations et des motivations. C'était pour dire que l'engagement ne se trouve peut-être pas là où on l'attend. Et du coup, le fait que les étudiants ou les étudiantes, tous les corps intermédiaires ou tous les autres ne participent pas au cadre que vous leur offrez, ne signifie pas qu'ils ne participent pas par ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, la question qu'il faut se poser, et c'est pour ça que l'angle individuel il est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'engagent ailleurs? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans ces autres espaces? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Et du coup, comment est-ce que, du point de vue de l'institution universitaire, je peux essayer de leur offrir des cadres qui leur permettront de trouver ce qu'ils trouvent ailleurs, et oui, voilà, c'est ça, de trouver ce qu'ils trouvent ailleurs et de répondre à leurs besoins d'engagement, à un besoin d'engagement qu'ils vont réaliser dans d'autres instances. Voilà. C'est pour ça que cette journée n'est pas seulement consacrée à la discussion de l'engagement dans les instances, mais justement aussi en dehors, pour pouvoir multiplier les sources d'engagement. Il y a Quentin qui a une question. Oui, j'avais une question pour vous. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a une tension entre le type d'environnement où les étudiants se retrouvent et l'environnement plus professionnel ensuite, qui serait, et puis ça c'est ma question, entre l'autogestion et puis comment dire, on rentre avec des statuts, des hiérarchies, des choses comme ça, et puis que ce passage-là se vit très mal parce qu'on est très responsable dans un environnement autogéré. Vous disiez gérer des finances, gérer des décisions, engager des gens. Puis tout d'un coup, on se retrouve dans des cultures qui sont paradoxalement plus infantilisantes,
parce qu'elle découpe très fort les responsabilités et l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez relevé et qui explique les choses? Absolument, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il y a des organisations d'ailleurs nationales qui proposent des séances de psy, enfin d'échanges avec des psys à l'issue d'une année extrêmement intense d'engagement parce qu'ils savent que la bascule va être hyper violente parce qu'on est dans une situation d'hyper-valorisation, hyper-responsabilité alors qu'on est très jeune et que d'un coup on se retrouve comme tout le monde en fait sur le marché de l'emploi avec plein de frustrations. Et le cas d'Aurélien là, dont je vous parlais, lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que son année de présidence à la Confédération nationale des juniors entreprises, son téléphone sonnait en permanence, il dormait peu, il avait un sentiment d'utilité extrêmement fort, et que du jour au lendemain, il n'était plus personne, plus rien. Et donc ça a créé un vide et une angoisse hyper forte, etc. Ça, c'est ma première partie de ma réponse. La deuxième partie, ce qu'on observe, c'est que chez les jeunes, notamment dans les aspirations des jeunes, à s'insérer, leurs aspirations vont plus vers des grosses boîtes, vers des grosses structures. Ils préfèrent travailler dans des petites structures, peut-être moins rémunératrices, mais où il y a plus d'agilité, parce que comme il y a moins de personnel, moins de collaborateurs, ils vont être obligés de toucher à plusieurs corps de métier finalement, ou à plusieurs activités différentes, et donc ça leur permet de répondre en partie à ce sentiment de frustration qui suit un engagement extrêmement intense. Et peut-être troisième point, je n'ai pas insisté là-dessus, mais chez les anciens étudiants engagés que j'ai pu rencontrer, toutes et tous insistent sur le caractère déterminant de leur engagement, sur leur choix professionnel. Finalement, leur orientation professionnelle, leur insertion professionnelle est plus déterminée par leurs engagements que par leurs études. Et ça, c'est peut-être important de le souligner. J'aimerais revenir sur votre... je ne sais plus qui parlait de la reconnaissance de compétences suite aux engagements. C'est vrai qu'on développe pas mal de compétences. C'était plutôt vu comme une opportunité. Est-ce qu'on n'avait pas identifié cela un peu comme une menace aussi, dans la mesure où ça peut être... Je parle de ça parce que c'était une idée ici au niveau du rectorat de reconnaître l'engagement des étudiants par une forme de valorisation, je sais pas, de CTS ou autre. Mais si dans une entreprise, la personne vient en disant voilà, j'ai été président d'une association, ça peut être vu comme un engagement un peu syndicaliste qui pourrait être vu d'une manière, tiens, il sera leader, il va nous empêcher de tourner en rond, quoi. Elle est intéressante votre question. Jeudi dernier, j'intervenais dans le cadre de la conférence des grandes écoles avec le vice-président de l'Association nationale des DRH française, enfin en France. Et justement, on lui a posé la question. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ça ne lui a jamais posé de problème en tant que recruteur, sauf une fois où il s'est retrouvé confronté à une personne qui en fait était extrêmement moralisatrice dans ce qu'elle présentait et qui disait il faut faire ça, les espaces de professionnels intéressants c'est ça, etc. Et donc du coup, il lui a dit en fait vous êtes gentil, mais si vous voulez que je vous recrute, il va falloir que vous restiez à votre place dans un premier temps. Et donc ça lui est arrivé une seule fois. En revanche, ce qu'il dit, c'est que pour lui, ce qui compte, et ça faisait un peu consensus dans la salle, c'est pas tant de savoir que telle personne a été présidente d'association ou présidente ou trésorier de telle structure, etc. C'est de savoir comment il va être en capacité, ou elle va être en capacité de parler de ce qu'elle a réalisé et des compétences qu'elle a pu acquérir. Et c'est pour ça qu'on en revient à la question de la reconnaissance et de la valorisation des compétences, pas tant pour valider des ECTS, mais surtout pour accompagner les étudiants et les étudiantes qui s'engagent à être en capacité d'identifier des compétences acquises et surtout d'en parler dans le cadre d'un recrutement, de sorte à ce que ça ne passe pas pour quelque chose de trop vindicatif. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Et la deuxième partie de ma réponse, je pense que, dans le fond, si jamais le recruteur se dit telle personne, elle a été présidente d'association et finalement elle va être en position de leader un groupe et j'ai pas envie de ça, il vaut peut-être mieux qu'il ou elle qu'il la recrute pas, parce que sinon ça va créer de la frustration chez cette personne. Mais c'est quelque chose qu'on identifie assez peu. Dernière question pour la rectrice. Pas une question, c'est plutôt une réponse à Patrick. Je pense que, il ne faut pas confondre tout ce qui est associatif avec un syndicat. Disons,
bien que je pense que les syndicats ont un rôle fondamental dans la société. Mais c'est une erreur de penser que toute vie associative est liée à une revendication. On a une attitude syndicaliste et contre. Non, on est toujours contre. Non, les associations souvent sont pour. Sont pour une cause, pour faire quelque chose. Ça, c'est mon point de vue de recruteur. Hein. Moi, quand je lis des CV de jeunes, quelqu'un qui s'est engagé, mais c'est une plus-value pour la communauté, une plus-value pour sa capacité à s'engager, pour l'initiative. Après, permettez-moi l'expression, si quelqu'un est pénible qu'il se soit... C'était dans une association ou pas. Je n'ai vécu des pénibles qui n'ont jamais rien fait avant. Et puis voilà, c'est une question de caractère. Mais je pense que ce n'est pas un indice négatif. Alors moi, que j'ai fait, je ne sais pas combien de centaines de recrutements dans ma vie, ça, j'étais jamais quelque chose de... comment dire, un point négatif. Bien au contraire, moi je considère que c'est souvent, vous savez, une des pièges pour les jeunes, non, je m'en souviens quand moi j'étais jeune, disait on veut quelqu'un qui a 22 ans, qui est donc diplômé en physique et de l'expérience professionnelle. Ah oui, donc il faudrait finir ses études à 17 ans, commencer l'école primaire à 2 ans, voilà, si on fait un peu le rétroplanning. Souvent, ces jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle ont une autre expérience autre que les études, l'expérience associative, et là, qui est une valeur pour l'institution. Là, je viens de faire proposer une sélection dans un autre mandat que j'ai bénévole, où je suis présidente d'un conseil de fondation. Il faut recruter une personne pour ce conseil de fondation. On cherche une personne qui ait des compétences spécifiques. Je ne vous en dis pas plus. Eh bien, j'ai proposé au conseil de fondation 2 profils, dont une personne va finir ses études bientôt, donc 0 expérience, mais elle est secrétaire d'un parti politique ici à Lausanne. Donc voilà. Et puis, ce n'est pas un parti politique pour lequel je voterai, en plus. Et donc, ce n'est pas pour ça que... après, vous pouvez faire un bingo, non, pour voir quelle c'est. Et je vais la proposer parce que je dis, chouette, celle-ci, et ça fait déjà longtemps qu'elle croit en quelque chose. Donc voilà. Ça, c'est, je pense, une chose qu'on doit plutôt... Les recruteurs regardent plutôt d'un autre côté de la barricade. Pour aller dans votre sens, finalement, parce que moi aussi maintenant je recrute, alors j'en ai pas recruté des centaines, mais quand même quelques-uns. Et en fait, finalement, on se rend compte que les diplômés, le diplôme, ça nous dit pas grand-chose sur la personne. Donc c'est super, il a tel diplôme, il a acquis telle compétence, a priori, c'est bien. Ce que nous dit l'engagement, c'est en quoi cette personne est différente des autres. Et ça va être aussi un outil de singularisation. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les discours, dans les paroles, en tout cas des anciens étudiants engagés. Ceux qui s'engagent maintenant, ils n'ont pas conscience de ça. En tout cas, ils ne le conscientisent pas totalement. Les anciens, ils le disent de manière assez évidente. En s'engageant, ils ont créé du réseau, ils ont gagné en confiance en eux, ils ont acquis des compétences et ils sont en mesure de le mettre en valeur dans le cadre d'un entretien. Et autre chose aussi, pour faire suite à ce que je disais sur le fait que les jeunes veulent désormais travailler dans des plus petites structures, Animafa qui a 17 salariés, donc c'est vraiment typiquement une petite structure. Quand on recrute quelqu'un, finalement on recrute avant tout un collègue ou une collègue, on recrute quelqu'un avec qui on va travailler tous les jours. Et donc la question du savoir-faire, elle est importante, on y revient, mais la question du savoir-être, elle est fondamentale. Et donc ce que nous disent en partie des expériences d'engagement, c'est qu'on a été contraint de travailler en collectif, on a été contraint de gérer du stress, de la pression potentiellement, de gérer les besoins, les avis des autres. Et en fait, ça peut être aussi un indicateur assez intéressant quand on cherche à recruter un collègue. Parce que le savoir-faire, on peut l'acquérir ensuite. En tout cas, c'est ce que je pense.